Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Le prochain gouvernement bruxellois confirmera-t-il ou pas le projet de Métro 3 ? La question sera forcément débattue lors des négociations pour rédiger le prochain accord de gouvernement, négociations qui n'ont pas encore réellement débuté en région bruxelloise. Pendant la campagne électorale, les choses ont un petit peu commencé à bouger sur ce dossier. Un parti politique au moins se déclare désormais ouvertement contre ce projet de métro. Un autre demande qu'on trouve le financement avant d'aller plus loin. Alors ce soir, sur le plateau de Plus d'Actu, il n'y aura pas d'hommes ou de femmes politiques, mais deux représentants de la société civile. Nous rouvrons donc le dossier du Métro 3. Voilà, et nous accueillons donc nos deux invités. Jean-Michel Bleuze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission à l'ARO, c'est l'atelier de recherche et d'action urbaine. Et Jacques Pongé, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes vous président du GUTIB. Le GUTIB, c'est le groupement des usagers des transports publics à Bruxelles. Tout à fait. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. On commence comme chaque soir avec un reportage tiré des archives de BX1. Je vous propose d'aller visiter ce chantier du métro 3. On va aller à la gare du Nord parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passait au Palais du Midi, mais il y a aussi des difficultés à la gare du Nord où on doit passer sous les lignes de train et là aussi le chantier est à l'arrêt. C'est un reportage d'Amandine Delvaux et Marjorie Fellinger. C'était il y a déjà 4-5 mois, nous étions le 5 février. C'est le silence d'un chantier à l'arrêt qui résonne derrière ces palissades. En dessous de ces voies, à 8 mètres de profondeur, un tunnel doit être creusé. Et pour le permettre, un pont doit être avant ça construit sous terre. Mais le sol gorgé d'eau impose le stop. Nous nous sommes aperçus que les volumes à pomper étaient beaucoup trop importants suite à la présence d'une nappe perchée en dessous du grill du chemin de fer, donc en dessous des voies. Cette nappe perchée est prisonnière un petit peu des murs de soutènement et du remblai du chemin de fer qui a été exécuté dans les années 30-70 lorsqu'on a relevé les voies entre la liaison Midi et Gare du Nord. Une nappe connue, mais dont les débits étaient imprévisibles selon Belleris, maître d'ouvrage. Ce chantier fait partie des travaux du métro 3 qui relie Albert à Bordet. Le tunnel long de 150 mètres sera coincé entre les rues du Progrès et d'Arscott, Gare du Nord. Des pistes sont étudiées depuis 10 mois pour contourner le problème. Nous sommes en train d'analyser différentes solutions. Voilà. C'est une analyse qui comprend une analyse sur le planning, sur les coûts, sur éventuellement les interconnexions avec Infrabel. Difficile à dire aujourd'hui si l'option qui sera choisie gonflera l'enveloppe des 50 millions d'euros dédiés à ce tronçon. Un nouveau permis d'urbanisme devra être introduit. Ce couac s'ajoute à ceux déjà épinglés dans ces travaux, notamment la déconstruction du Palais du Midi, mais pas de quoi décourager la région dans son projet. On travaille dans le sous-sol de Bruxelles, un sous-sol qui est au niveau technique très difficile. Le sous-sol de Bruxelles, on est construit sur un marais. Alors, on sait qu'il y a des enjeux, des risques. Le plus possible, ils sont pris dans les cahiers de charges, ils sont étudiés en amont. Et si le projet était fait déjà à l'ancienne législature, il y a des études, des analyses qui ont été faites, mais évidemment, il y a maintenant des problèmes qui se montrent. Des soucis qui ne sont sans doute pas les derniers, surtout quand on sait que la phase 2 de ce vaste projet entre Scarbeck et Evere est, elle, mise sur pause. Le temps de renforcer les études de sol et les cahiers des charges, dans l'idée d'éviter un nouvel enchaînement de mauvaises surprises. Donc je reprécise bien, ce reportage date du mois de février. Et donc avant la campagne électorale, il y a encore pas mal de choses qui ont bougé depuis ce moment-là. Jean-Michel Bleuze pour l'ARO, vous êtes contre le projet de Métro 3. Gare du Nord, Palais du Midi, c'est le même combat, les mêmes difficultés, le même manque de préparation ? Alors c'est certain, oui, qu'il y a eu un manque d'études en amont, un manque de préparation, une précipitation dans la volonté de vouloir délivrer rapidement les permis. C'est Pascal Smet lui-même qui le disait alors qu'il était ministre de Mobilité. On a voulu rendre le projet irréversible pour empêcher une future majorité de revoir éventuellement le projet. Donc il y a eu, oui, cette volonté, c'est plus une volonté politique qu'une impréparation technique. Une sorte de fuite en avant. Tout à fait, c'est ça. On est vraiment avec ce projet dans la fuite en avant et chaque problème qui arrive en plus ne fait pas réfléchir sur le projet et la possibilité de l'arrêter, mais au contraire, continuer cette précipitation, cette fuite droit dans le mur. Alors Jacques Pongé, vous n'êtes pas du même avis, puisque vous êtes favorable à ce projet de Métro 3. C'est quoi ? C'est le sort qui s'acharne une fois le Palais du Midi, une fois la Gare du Nord ?
Je crois que ce ne c'est pas le sort qui s'acharne. Je pense simplement qu'on n'a pas... on n'a plus les bonnes personnes, on n'a plus le know-how aujourd'hui suffisant pour construire le métro. On a attendu trop longtemps pour avancer sur le métro, on a attendu 30 ans. Maintenant, tous les gens qui connaissaient le sous-sol bruxellois, qui connaissaient les techniques qui ont été éprouvées à Bruxelles, ont pris leur pension ou ont disparu. Et ces gens savaient très bien que les techniques qui ont été choisies en ces dernières années ne fonctionnent pas à Bruxelles, comme le jet grouting, notamment ces problèmes à la gare du Nord. Donc on a un défaut de connaissances techniques ou de capacité ingénieriale. Oui, c'est un groupe français qui a été choisi pour le bureau d'études français qui a été choisi pour réaliser le métro. Ce bureau d'études ne connaît pas les difficultés pourquoi bruxelloises. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi alors, Jacques Congé ? Parce qu'il était le moins cher, évidemment. Donc on est dans le régime des marchés publics. On fait un marché public, on prend évidemment le moins disant. Quand on prend le moins cher, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les techniques qu'on utilise sont effectivement les moins chères, mais du coup, on se trouve sur un os. Alors, on va peut-être rappeler ce qu'est ce projet de métro 3. On va avoir une petite infographie, une petite carte. Il s'agit de raccorder la station Albert, qui se trouve sur la commune de Forêt, à la station Bordet, tout en haut, qui se trouve sur, la commune d'Evere. Il y a un projet en deux. D'abord, un tronçon sud, qui partait essentiellement d'une ligne de tram, qu'il fallait raccorder vers Roger, la gare du Nord. Là, il y a une station à construire, la station Toute-Silmance. Et puis, il y a le second tronçon qui partirait de la gare du Nord vers Scarbeck et Evere. Et là, il y a 7 nouvelles stations à construire au total. Vous êtes l'un pour, l'autre contre. Alors on va commencer par Jacques Congé, si vous voulez bien. Je vous demande juste une toute petite minute, philosophiquement, pourquoi est-ce que vous êtes pour ce projet ? Pourquoi est-ce qu'il serait utile ? Pour moi, il est utile parce qu'il développe un potentiel de mobilité vers le nord de Bruxelles. Il est nécessaire parce qu'il va drainer de nombreuses personnes sur cet axe-là, alors que les transports en commun aujourd'hui sont saturés, ne suffisent plus à développer le potentiel qui existe dans le nord de Bruxelles. Alors, même question pour Jean-Michel Bleuze, et aussi court que M. Congé, jouez le même jeu. Pourquoi est-ce que vous êtes contre ? Parce que ce n'est pas la bonne réponse au problème qui se pose à Bruxelles du manque de transport en commun, du manque de capacité sur certaines lignes. C'est très cher, c'est impayable, il faut le dire clairement. On connaît la situation financière actuelle de la région. On parle ici d'un projet au total à 4,7 milliards d'euros pour l'instant, qui pourrait encore augmenter en fonction d'aléas rencontrés dans le sous-sol bruxellois. Et donc c'est tout simplement impayable et il faut se rabattre sur des solutions moins chères. Et c'est ce qu'on propose, nous, à travers la proposition Prémétro Plus. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, la grande question, c'est celle du budget. Et on va là revoir un graphique pour mieux comprendre ce qui s'est passé en 2009. Aux prémices du projet, on parlait d'un projet d'un peu moins d'1 milliard d'euros. On est progressivement passé à 2 milliards. Et puis, depuis 2022, là, c'est l'explosion des coûts. On voit effectivement 3,4 milliards pour la portion nord, un peu plus d'1 milliard pour la portion sud. On est effectivement pour l'instant à une estimation aux alentours de 4,7 milliards. C'est vraiment ça votre point, Jean-Michel Bleuze ? Il est trop cher ce projet de métro ou il y a d'autres arguments ? Alors il y a bien d'autres arguments aussi. Il y a les chantiers, on en a parlé, qui sont pour l'instant à l'arrêt côté Palais du Midi et côté de la gare du Nord. Des chantiers qui ont un impact sur les quartiers. Donc là, on parle du quartier Stalingrad-Le-Monnier. Donc ça, c'est une question plutôt de qualité de vie et de nuisance. Oui, voilà. C'est pas un petit chantier de quelques mois. Ici, on est dans un chantier qui dure déjà depuis plus de 4 ans. Et on dit aux habitants du quartier Stalingrad-Le-Monnier, on va démolir le Palais du Midi, qui est le cœur, vraiment le poumon du quartier, socio-économique du quartier. Et pendant 10 ans, vous allez encore vivre dans un chantier. Donc c'est impossible à vivre pour les habitants. Alors sur la question du coût, 4,7 milliards pour un métro, c'est comparable à ce qui se fait ailleurs, c'est trop cher ou c'est dans la norme, Jacques Congé ? C'est comparable à ce qui se fait ailleurs. C'est sûr que construire un métro, ça coûte cher, d'autant plus que l'option qu'on a prise à l'époque, en 2013, je le rappelle, quand on a pris cette décision, c'était de ne pas bouleverser l'ensemble de la ville en coupant des rues, en ouvrant des quartiers. Et donc on a choisi la technique du bouclier en sous-sol à 30 mètres de profondeur. Le tunnelier, Le tunnelier, exactement. Et c'est ça qui va coûter cher. Ouais. Et voilà, un métro, ça coûte cher, mais il faut savoir que c'est rentabilisé, non pas sur 10 ans, sur 20 ans, mais sur
sur 50 ans, sur 100 ans. Du matériel ferroviaire du métro, ça ne s'amortit pas. Vous aurez toujours cette infrastructure dans 100 ans et donc les coûts d'exploitation seront bien moindres à terme que les coûts d'exploitation des transports en commun en surface au nombre équivalent de personnes transportées. Alors la question du financement, elle est évidemment cruciale. Elle est d'autant plus sensible que l'endettement de la région bruxelloise a lui aussi suivi une courbe ascendante. Le monde politique bruxellois, il est bien conscient de la difficulté, évidemment, ce qui ne l'empêche pas, en tout cas ce qui n'empêche pas la plupart des partis de continuer à soutenir ce projet de métro. Je vous propose d'écouter deux des hommes forts de la politique bruxelloise. D'abord David Lester pour le mouvement réformateur, donc grand gagnant des dernières élections régionales. Et puis Ahmed Laouej pour le Parti socialiste, dont le parti est arrivé en deuxième position. Nous les avions mis face à face pendant la période de la campagne électorale, c'était le 31 mai. Je pense que si vous voulez vraiment donner de l'ambition à ce métro et au développement de transports en commun, il faut pouvoir s'inspirer de ce que d'autres grandes villes ont fait. Et nous, par exemple, on a été étudier ce qui est en train de se faire actuellement à Paris, ça s'appelle le Grand Paris. Oui, en effet, il y a du financement public, c'est bien normal. Mais il y a aussi toute une série de sources de financement privées qui permettent actuellement à Paris de développer plus de 200 km de lignes de métro, 68 gares. Ça permet en tout cas d'avancer sur l'ambition, de faire en sorte qu'on ne reste pas planté sur 20 mètres depuis 20 ans comme c'est le cas aujourd'hui, que l'on puisse desservir enfin des quartiers qui sont extrêmement lointains de Schaerbeek et des Verts et qui ont besoin de cette méthode de transport. Les investissements publics en matière de transport sont ceux qui ont des effets retours les plus positifs et les plus impressionnants en matière de recettes fiscales, de parafiscales, d'emploi. Il faut aussi voir cela. Deuxième élément, c'est un investissement sur 100 ans. Ça veut dire que vous avez le temps d'amortir la dépense que vous engagez, qui est profitable pour toutes les générations qui suivent. Donc il faut pouvoir aussi intégrer cela. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir ce qu'on veut. Si on veut renforcer l'offre de transport public, faire en sorte que les Bruxelloises et les Bruxellois qui vivent aux limites de la région bruxelloise puissent venir aussi au centre de Bruxelles se déplacer, alors il faut poursuivre le métro. Alors Jacques Pongé, je ne vais pas vous demander de faire une analyse de l'endettement et du budget de la région bruxelloise, mais il y a des solutions, le partenariat public-privé, un emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement, une nouvelle dotation supplémentaire de l'État fédéral. Pour vous, c'est envisageable ou pas ? Oui, si je ne m'abuse, il y a déjà eu des contacts qui ont été pris avec la Banque européenne d'investissement pour le tronçon sud. Si je ne m'abuse, la STIB a emprunté ou va emprunter de l'argent là. Mais ce qui est évident et ce que David Lester souligne, c'est qu'il n'appartient pas à la région bruxelloise toute seule de financer ce métro. Vous voyez le métro qui a été construit à Madrid, c'est un réseau très impressionnant qui a été construit en quelques années. C'est l'État espagnol tout entier qui a financé ce métro. Et donc, à nous de trouver ensemble en Belgique les moyens de financer ce métro, éventuellement par un partenariat public-privé, comme on l'a fait pour la rénovation des grands tunnels ici de la Basilique il y a quelques années. Alors, je vous propose une autre réaction, c'est celle de Françoise de Smet. Elle est la chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois et elle s'exprimait sur nos antennes le 8 mai. On voit en fait qu'on est parti d'un projet qui était à 1,7 milliard, qui est dans les mains d'un consortium privé dont il y a Yann Denul dedans, qui est la 15e plus grosse fortune de Belgique, je le répète. Et on est maintenant à un projet de 4,7 milliards dans une opacité. Ouais. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles. On garde quand même la portion sud, celle qui ira jusqu'au centre-ville. Non, maintenant on arrête. On arrête tout. On remet tout à plat. Et en attendant, parce que les gens ne peuvent pas attendre 2035-2038 pour avoir des alternatives pour se déplacer, et on rajoute effectivement des lignes de bus et des lignes de tram. Ouais, mais donc on jette tout à la poubelle, on paye des pénalités. On a creusé des tunnels pour rien jusqu'à présent. Mais la pénalité, elle est dans l'ensemble de la région maintenant, au niveau des finances publiques, au niveau des commerçants, des habitants du quartier Stalingrad qui n'en peuvent plus non plus. Donc oui, il faut arrêter. Alors, je me tourne cette fois-ci vers Jean-Michel Bleus pour l'Aro. Cette question quand même on a quand même déjà fait un certain nombre de travaux et on s'arrêterait maintenant. Est-ce que ce ne serait pas du gâchis ? Non, pas du tout, parce que si on continue, on va dépenser encore des sommes faramineuses. J'aimerais revenir quand même sur l'argument de M. Pongé qui parle d'un investissement pour 100 ans. Ça laisse entendre qu'en fait, il suffirait de payer et qu'on serait tranquille pendant 100 ans. Ben non, il faut faire fonctionner ces installations. Donc là, on parle de stations gigantesques sur l'extension nord, donc à Evere et Schaerbeek, des stations de 30 mètres de profondeur. Il faut les ventiler, les éclairer, faire fonctionner les escalators, les ascenseurs, etc., etc. Donc tout ça a évidemment un coût.
Il faut entretenir cette infrastructure, sinon on se retrouve dans le cas justement qu'on a connu avec les tunnels routiers, où on a des dépenses faramineuses de rénovation. Et si on parle de 100 ans de durée de vie, il faut aussi de temps en temps rénover les infrastructures. Ouais, mais est-ce qu'on peut se passer de desserte du nord-est de Bruxelles, que ce soit avec le tram, avec le métro, avec un autre moyen de transport? Il faudra quand même investir. C'est pour ça que nous, on propose une solution qui est beaucoup plus métro plus réaliste. en quelques phrases. Alors, en quelques phrases, c'est une réorganisation de 3 lignes de tram du réseau bruxellois, à la fois pour renforcer la desserte de l'axe existant, donc entre Albert et la gare du Nord, où il y a pour l'instant 2 lignes de tram. On en propose une 3e pour renforcer les fréquences, renforcer la capacité. Et du côté de Schaerbeek et Evere, c'est d'une part améliorer le tram 55, donc premièrement, changer les véhicules. Donc, on n'a pas les trams les plus grands pour l'instant, donc on propose de passer aux trams plus grands. Ça fait 40% de capacité en plus, c'est pas rien. Plus toute une série d'aménagements sur le trajet pour améliorer la fluidité, la régularité, la vitesse du tram. Et au-delà de ça, il y a d'autres encore possibilités. Une ligne de bus parallèle qui pourrait devenir à terme un tram, chaussée de Acte. Et puis toutes les solutions classiques qu'on connaît, mieux utiliser les SNCB. Et donc quand on parle d'aide du fédéral... Mais donc votre système pré-métro plus, c'est on n'investit pas dans le métro, mais grosso modo on renforce le tram avec une grosse boucle au centre-ville pour améliorer la desserte et on renforce le tram 55. Alors je vous propose qu'on voit quand même une petite carte de ce fameux tram 55 et c'est celui dont on dit qu'il est aujourd'hui complètement saturé et qui justifie notamment qu'on investisse dans le métro pour les partisans du métro. Alors je vais me tourner cette fois-ci vers M. Pongé. On peut faire quelque chose d'abord avec ce tram 55 quand Jean-Michel Bleuze dit on pourrait quand même le renforcer. Est-ce que c'est possible? Parce que ce ne sont pas les derniers trams de nouvelle catégorie qui circulent sur ce tronçon-là. On pourrait déjà imaginer renforcer le gabarit et la capacité des trams sur la ligne 55 ou pas? Alors oui, aujourd'hui ce sont des trams 3000 qui circulent sur le 55 à une fréquence de 5 minutes en heure de pointe. Donc toutes les 5 minutes vous avez un tram 55 sur cet axe. On a envisagé, la STIP a envisagé d'y faire rouler des trams 4000, donc des trams de 40 mètres de long. Ça fait quand même une augmentation de 40% en plus si j'ai bien calculé. Mais pour faire ça, il faut faire des travaux? Il faut aménager des arrêts, donc c'est pas évident parce que les arrêts doivent répondre à des critères de sécurité. On a de plus en plus de normes et de critères. C'est faisable. Vous savez, ça fait 10 ans que je suis président du GUTIP. Ça fait 10 ans que nous demandons à la STIP une 3e ligne dans le nord-sud. Ça fait 10 ans qu'on demande d'améliorer le prémétro. Et la STIP nous répond par des arguments très techniques. Ce n'est pas possible d'intégrer une 3e ligne parce que si on fait ça, les trams vont se bloquer les uns les autres et la régularité ne sera plus assurée. Vous allez avoir des blocages, des embouteillages de trams. Ça veut dire que vous ne croyez pas réellement au projet Métro Plus développé par la roue, entre autres? Moi, j'aimerais bien avoir une 3e ligne. Je vous le dis, j'y crois. Je voudrais bien y croire. Ouais. Mais je sais déjà ce que la STIP va nous répondre. Ça ne va pas être possible. Moi, je crois en un dialogue entre la STIP et les représentants des usagers, comme nous l'avons eu pour le tram 25, qui, finalement, grâce à notre action et d'autres, soyons honnêtes, ont fait que le tram 25 continuera à circuler sur la moyenne ceinture, par exemple. Ouais. Je crois très fort à ce genre de concertation, mais il faut se rendre compte qu'il y a des impératifs techniques qui font qu'introduire une 3e ligne va apporter plus d'ennuis pour les usagers en finale que d'avantages. Oui. Alors Jean-Michel Bleuze, on entend que vous n'êtes pas tout à fait d'accord et pas sur la longueur d'onde. Est-ce que malgré tout vous pourriez vous rejoindre l'un et l'autre sur l'idée que de toute façon on va devoir l'attendre assez longtemps, ce métro 3, s'il arrive un jour, et qu'en attendant il va falloir faire quelque chose sur le nord-est de Bruxelles? On va peut-être revoir la carte de ce tram 55. Est-ce qu'on peut imaginer pour vous, Jean-Michel Bleuze, par exemple, qu'on ait une seconde ligne de tram quelque part en parallèle au nord, au sud, sur la chaussée d'Acte ou ailleurs? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui a été demandé par le gouvernement à la STIB et Bruxelles Mobilité, c'est d'étudier des alternatives temporaires dans le chef du gouvernement, mais qui pour nous sont des alternatives définitives, dont notamment la création d'une nouvelle ligne de tram plus ou moins parallèle sur la chaussée d'Acte. Voilà, oui, c'est ce qui a été dessiné par la STIB et Bruxelles Mobilité, donc c'est tout à fait possible. Tram chaussée d'Acte, vous êtes demandeur? Non, c'est impossible. On ne saura jamais placer une ligne de tram et pouvoir, par exemple, la concilier avec la place pour les cyclistes. Donc, on ne sait pas mettre à la fois un tram, des cyclistes, des voitures et des piétons sur la chaussée d'Acte. Elle est trop petite. Donc, nous croyons beaucoup plus, par exemple, en un bus.
qui pourrait renforcer. Mais on a déjà des bus sur la chaussée d'Acte. Tous les bus de Lane existent et il faudrait d'ailleurs renforcer beaucoup plus l'intermodalité entre les différentes lignes de la STIB, de Lane et de Tech pour avoir un réseau véritablement intégré qui puisse effectivement délester cette partie-là de Bruxelles. Alors, il y a l'argument de la capacité du nombre de passagers transportés, il y a l'argument de la rapidité pour aller dans le centre-ville, il y a l'argument économique. Ça coûte combien un métro par rapport à un tram? On est dans des grands écarts, Jean-Michel Bleusse? Ah oui, quand on parle d'un kilomètre de ligne de tram, on est environ à 10 millions d'euros. Et là, quand on prend le projet de Métro 3, on parle de plus de 3 milliards, presque 3 milliards et demi pour 5 km. Donc on est dans des ordres de grandeur complètement différents. Et c'est là aussi qu'est notre critique sur le Métro 3, c'est que c'est la concentration de tous les moyens, donc essentiellement les moyens financiers, mais aussi les moyens humains du côté de la STIB, de Bruxelles Mobilité, de Belliris, dans un seul projet, alors que nous, on voudrait améliorer les transports en commun sur toute la région. C'est-à-dire que si on fait le métro 3, on risque de ne plus avoir d'argent pour le reste. On n'aura plus d'argent. Mais non, c'est clair, on n'aura plus d'argent pour les autres projets de mobilité. J'ai trois choses à dire là-dessus. Si on ne fait pas le métro 3, on aura un déficit de tram, parce qu'on attend que le métro 3 puisse au moins circuler entre la gare du Nord et Bordeaux pour pouvoir libérer une trentaine de trams 4000 qui pour l'instant sont sur le Nord-Sud et qui sont prévus pour aller dans les autres coins de Bruxelles. Qu'aujourd'hui ils font la jonction Nord-Sud alors qu'ils pourraient être dans la desserte des quartiers plus périphériques. Exactement, ça c'est une première chose. Oui. Voilà. J'ai une autre question moi, pour vous peut-être. On regarde la carte, on voit Bordeaux et Vert, c'est important Bordeaux et Vert, mais on se dit quand même, mais pourquoi est-ce qu'il n'irait pas jusqu'à l'aéroport, ce métro 3 ? Est-ce que ce n'est pas le meilleur argument que des défenseurs du métro comme vous pourraient sortir ? Ce serait peut-être l'atout majeur pour gagner la partie. Pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, Jacques Ponget ? Ah, mais on y a pensé. Ça fait des années qu'on demande que... et d'ailleurs, c'est dans le permis d'urbanisme. Vous savez que le permis a été délivré c'est pas sous dans le 125... projet, c'est pas dans le chiffrage, c'est pas annoncé il y a 125 conditions. Et une des conditions, c'est que l'on prévoit une sortie de ce métro, un prolongement vers la chaussée d'Acte. Prolongement qui pourrait se faire en direction soit du quartier Défense, qui va être construit à la place de l'OTAN, soit de l'aéroport, soit encore vers le Dobelenberg ou vers l'issue de l'autoroute. Ce ne serait pas l'atout majeur, comme j'ai dit ? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Jean-Michel Bleusse, on n'a pas besoin d'un métro pour aller jusqu'à l'aéroport ? Ça me paraît complètement délirant, alors qu'on n'arrive même pas à transformer un tunnel de pré-métro qui existe en métro, qu'on n'a pas l'argent pour aller jusqu'à Bordeaux et qu'on ne sait même pas ce qu'on va rencontrer comme difficulté technique si jamais les travaux commencent un jour. Alors commencer à parler d'aller jusqu'à Zaventem, on est encore très loin de ça. Voilà, on ne vous mettra pas d'accord sur le fond du dossier, mais on va vous remercier d'avoir participé à ce dossier dont Jacques Ponget, le président du GUTIB, groupement des usagers des transports intercommunaux bruxellois. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Michel Bleusse, chargé de mission à l'Aro. Merci d'avoir été tous les deux dans notre studio. Demain, c'est Yvan Verhofstadt, nouveau député européen pour les engagés, qui sera l'invité de Michel Gaillard dans Plus d'Actu. Vos questions par mail, plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux. Puis moi, je serai là demain matin, évidemment, à partir de 7h pour la matinale. Continuez à bien vous informer et à demain sur BX1.